Thank heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Est-ce que cette jeune femme dont on va vous parler maintenant parle mieux l'anglais que Maurice Chevalier? Peut-être, on lui souhaite. Certainement, je pense. Maurice Chevalier, que vous venez d'entendre, elle s'appelle Maud Éline. Elle est partie faire fortune aux États-Unis. Ça a marché? Mais ça marche, mais c'est vrai que pour une créatrice, elle a fait un peu le chemin à l'envers. Elle est partie aux États-Unis parce qu'elle a suivi son mari qui était muté là-bas. La mode, c'est vraiment son bébé. Elle a fait la chambre syndicale, elle a travaillé avec Isabelle Marant, avec Balmain. Donc elle s'est retrouvée à New York, à Brooklyn. Elle s'est dit, mais moi, c'est là que voilà, je veux continuer mon métier. Du coup, elle s'est lancée, elle a créé sa marque Maud Éline. Et les Américaines sont folles de ses créations. Elle a commencé avec des blues. Et vous savez que le côté, voilà, c'est français, la touche française, l'élégance, le raffinement français, ça séduit les Américaines. Et elle fait le chemin inverse. Aujourd'hui, elle vient à Paris pour présenter ses collections et puis séduire les Parisiennes et puis surtout aussi, elle espère, les Européennes. Nous l'avons rencontrée et je vous propose de découvrir son style. Regardez. Depuis toujours, j'ai dessiné. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été très manuelle. J'ai su que j'allais travailler dans la mode. À 17 ans, je suis arrivée à Paris. J'ai fait la chambre syndicale de la couture parisienne. Et j'ai toujours travaillé dans le milieu de la mode. Jusqu'à il y a 2 ans où j'ai enfin décidé de me lancer. J'ai commencé à Brooklyn, ça fait 4 ans que j'habite là-bas et je pense que c'est vraiment l'énergie de Brooklyn qui m'a donné envie de me lancer. Je ne sais pas si l'inverse aurait marché de la même manière. C'est plus facile, je pense, pour une Française de se lancer à Brooklyn qu'une Française de se lancer à Paris au milieu de beaucoup de marques françaises déjà établies. Je pense que les Américains sont plus sensibles à la touche française. On a, je pense, une élégance naturelle, une allure qu'ils recherchent. Donc, via ce que je fais, je pense qu'ils s'identifient à la parisienne. La touche Maud Éline, c'est la popeline. Et ma signature, c'est l'ajout de dentelle dans les coutures que j'importe de Suisse. Donc c'est vraiment un tissu européen qui vient d'Italie avec la dentelle suisse et qui est créé et assemblé à New York. Les blues, ça s'est fait de manière assez instinctive. J'avais envie de porter ça, mais j'avais pas envie de mettre une chemise basique. J'avais envie qu'elle soit plus féminine, que ce soit pas la chemise de l'homme que j'emprunte, mais vraiment qu'on voit au premier coup d'œil que c'était une chemise qui a été dessinée par une femme pour la femme. J'ai décidé d'élargir ma gamme parce que j'avais envie de présenter un look complet, de présenter la silhouette Maud Éline et c'est vraiment une allure en général. Les matières naturelles sont vraiment mes matières privilégiées. Le 100% coton, la soie. Pour l'hiver, j'ai même fait des manteaux en alpaga avec du cachemire. J'essaie vraiment de garder le plus possible des matières nobles et naturelles. Depuis 2 ans que j'ai commencé, c'est sûr que c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Quand je regarde tout ce qui a été fait, je me dis qu'il y a eu beaucoup de chemins de traversée. On présente en ce moment à Paris une boutique éphémère pendant 1 semaine. Et je me dis que c'est un joli accomplissement aujourd'hui de pouvoir présenter tout le travail que j'ai fait depuis ces 2 dernières années. Sauf que là, tout ce qu'on vient de voir, ce sont des vêtements qui sont fabriqués aux États-Unis, puisque c'est là-bas qu'est son business. Exactement, à Brooklyn. C'est vraiment fabriqué là-bas. Et ça, voilà, il faudrait qu'elle fabrique en France maintenant. Alors, du coup, effectivement, elle cherche des façonniers ou en France ou en Italie, parce que c'est vrai qu'avec les taxes des États-Unis vers la France, ça fait flamber les prix. Et on espère qu'elle va pouvoir trouver déjà des points de vente en France. Et là, qu'est-ce qu'elle cherche au fond? Elle cherche des façonniers pour fabriquer
Ou elle cherche à avoir une boutique et vendre ces elle produits-là? cherche surtout à vendre ses produits maintenant en Europe. Alors déjà Oui, là... mais c'est des produits d'importation. Oui, et du coup, c'est assez cher. Mais là, elle est déjà dans la cour des grands parce que vous avez le fameux magasin Colette qui fête ses 20 ans et qui lui a demandé de créer une blouse spécialement pour cet anniversaire. Une blouse pour cet anniversaire. Elle espère toucher les grands magasins, parce qu'avec les grands magasins, on touche énormément le monde et puis énormément Et donc des là, dans ce étrangers. showroom qui est éphémère, effectivement, elle a montré ça aux acheteuses des grands magasins? Aux acheteuses, aux journalistes, et puis aussi on Oui, pouvait... sauf qu'une blouse, une petite blouse comme ça, fabriquée en France, ça coûte quoi? 50, 60 euros? Beaucoup plus, oui. D'accord. Voilà. Et alors, Mais voilà, qui c'est va les super bien États-Unis? fait. Non, c'est super bien, j'en suis convaincu. C'est hyper couture. 150 euros? Un petit peu plus. Ah ouais. Elle a un site internet, vous pouvez acheter sur son Et en site plus, internet. mais il n'y a pas de manches, il faut le dire aussi. C'est une blouse Passage Choiseul. sans les manches. Oui, mais je crois qu'on en a assez de ce côté consommation de vêtements qu'on ne va pas garder, qu'on va jeter. Voilà, on veut des choses qui durent aujourd'hui, William. Bon, de très qualité et qui durent. Et Modéline, c'est de qualité. Allez, bonne chance. Et je me fatigue facilement. Ce que je fais, je le fais lentement. Très souvent, j'ai des faiblesses et des ratés dans le moteur, des lourdeurs, des sueurs, des vapeurs. Et si Le diabète, allez, ciao, le diabète en combien? En 8 semaines, s'il vous plaît. Avec médicaments, non justement. Dites donc, c'est nouveau ça? Il est connu, docteur Michael Mosley. Il s'était déjà illustré par bon un best-seller international sur le régime FAST, comment perdre durablement et très rapidement du poids. Il récidive, 8 semaines pour en finir avec le diabète sans médicaments. Pour lui, on peut faire baisser sans médicaments le nombre de diabétiques dans le monde, de diabète de type 2 notamment, c'est-à-dire le diabète alimentaire. Vous savez qu'il y a 4 millions de personnes en France qui sont diabétiques et il y a autant de personnes, c'est-à-dire 4 millions, qui sont pré-diabétiques. Et c'est à cela que veut s'attaquer le docteur Mosley et les diabétologues en général, dont le docteur Réginald Allouche, que nous avons sollicité, car il est le préfacier du livre de Michael Mosley, qui est anglophone. Donc on lui a demandé au docteur Allouche, qui est diabétologue, en quoi ce prédiabète était important. En fait, c'est nécessaire de s'attaquer au prédiabète parce que 70% des prédiabétiques vont faire un diabète d'ici à 10 ans. Le docteur Allouche. On sait aujourd'hui que si on est prédiabétique, c'est-à-dire que si on a une glycémie à jeun comprise entre 1,05 g par litre et 1,26 g par litre, rapidement, au-dessus d'un 26 g par litre, on a un diabète de type 2 installé, diabète gras. Entre 0,7 g et 1,05 g par litre, on est dans la population normale. Donc cette zone grise entre 1,05 et 1,26, c'est ce qu'on appelle soit le prédiabète, soit la résistance à l'insuline, soit le diabète stade 1, ça dépend des écoles. Mais en tout cas, dans cette zone grise, on sait que si on perd 5% de son poids et si on pratique 150 minutes d'exercice, pas de sport, dans la semaine, on diminue les risques de devenir diabétique de plus de 50%. Le problème, les 8 semaines, vous les réussirez. Vous perdrez 5% de poids. C'est assez facile de perdre du poids. Le problème, c'est de ne pas le reprendre. Parce qu'on a dans notre cerveau un petit organe qui compte le nombre de sucre et de calories que vous mangez. Quand vous vous mettez au régime, il considère que vous êtes en danger. D'accord? Et donc, il va tout faire pour que vous reconsommiez. Et il attendra le temps qu'il faut. Il lui faut 1 année pour considérer que le nouveau poids, c'est le bon poids. On sait aujourd'hui que plus on perd du poids rapidement, mieux c'est. Par contre, il faut que ce poids, on soit capable de le garder pendant au moins 1 an pour que ce petit organe, qui est dans le tronc cérébral, c'est-à-dire le cerveau le plus archaïque de votre cerveau, celui qui est le plus inaccessible, c'est le noyau arché. Et qu'il considère à ce moment-là que ce poids sera votre poids de forme et sera votre poids qui vous permettra de survivre. Et pour le maintenir, il faut faire de l'exercice, au moins 150 minutes par semaine. Il est illusoire de demander à quelqu'un de 45-50 ans qui commence à avoir mal au genou, mal au dos, d'aller faire 150 minutes, il faut faire de l'exercice. La marche rapide, la marche constante, l'idéal c'est la piscine, c'est le vélo, c'est le jogging. Alors le jogging on peut faire fractionner, on peut faire 9 minutes en sifflotant, en chantant, et puis pendant 1 minute on se met à fond. C'est très bon parce que le cœur va sécréter des hormones, qui sont des hormones très particulières et qui vont aider à l'extraction des graisses dans votre ceinture abdominale. Le fractionner notamment. C'est bien ça, extraction des graisses dans la ceinture abdominale.
Le fractionner. Donc, il propose un régime drastique. Le docteur Mosley, un apport calorique quotidien de 1000 calories environ. D'autres diront 1200 calories pour être vraiment efficace, sans la sensation de faim. Alors ça, c'est assez magique, sans la sensation de faim, 1000 calories, moi je veux comprendre comment et pourquoi. Eh bien, tout est dit dans cet ouvrage, il y a des recettes où on vous propose des protéines, du blanc d'œuf, de la viande blanche, des poissons et surtout des bonnes graisses, c'est-à-dire les oléagineux. Et alors, zéro sucre. Des oléagineux, oui, c'est-à-dire des noisettes, des amandes. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce qu'il y a pas, si vous êtes à 0,5, on ne sait pas ça, nous. Donc il faut qu'on aille tout de suite faire des analyses à jeun pour savoir quel est notre taux de glycémie, taux de sucre dans le sang. Exactement. Régulièrement, on doit faire des dosages. Les femmes le font beaucoup plus souvent, hein. Le dosage sanguin, beaucoup plus que les hommes, parce qu'il y a des contrôles beaucoup plus récurrents. Oui, glycémie à jeun, forcément. Et 1,05. Et au chiffre 1,05, on sonne l'Alali. L'Alali et on arrête le sucre total. Ah oui, ça c'est bon pour nous, ça. Il y a un petit sevrage, on en reparlera du sevrage du sucre. On arrête les viennoiseries. C'est un vrai job. C'est un vrai job. On va retrouver Valérie Lerouge, notre correspondant permanent à Bruxelles et dans le nord de l'Europe, pour vous parler de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne est souvent accusée d'être à l'origine de tous nos maux. Vous entendez les candidats. Alors donc, en période électorale, alors ça redouble d'intensité. Et les institutions européennes se disent, bon, on va essayer de mieux faire comprendre notre travail, la réalité de nos actions. Alors du coup, est-ce que ça attire du monde, ça, Valérie? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, près de 1000 visiteurs par jour, rien qu'au Parlement européen. Alors, c'est une fréquentation qui est en nette hausse par rapport aux 3 dernières années. Peut-être parce que Brexit, peut-être parce qu'on parle effectivement beaucoup d'Union européenne en ce moment et pas forcément bien. Alors, notamment des enseignants français, entre autres, ont pris conscience de la nécessité de rapprocher leurs élèves des institutions européennes. Pas forcément pour les convaincre, mais au moins pour leur faire comprendre, pour leur montrer comment ça fonctionne. Alors nous avons suivi une classe de première techno, de sciences et technologies, du management et de la gestion de Nice. Reportage avec Fanny Van Mulder et Hervé Verloès. Ils arrivent de Nice pour plonger au cœur des institutions européennes. Ce matin, visite du Parlement. Et pour mieux comprendre le rôle des députés, direction l'hémicycle très feutré où se tient une séance plénière. Bon, certes, il y a plus de jeunes que de députés ce jour-là, pas de quoi altérer leur intérêt pour l'Europe. On vit dedans, donc on est forcément impliqué dedans. Maintenant, les personnes qui ne s'y intéressent pas, je trouve que c'est un peu naïf, parce que quelque part, on tourne autour de ces lois, de toute cette politique, en fait. À côté du cadre très formel de l'hémicycle, le Parlement a mis en place un espace ludique et pédagogique. Il retrace l'histoire de l'Union, en vante les mérites, et un jeu de rôle permet aux visiteurs de rentrer dans la peau d'un parlementaire. Il faut protéger la vie privée des individus et ne pas violer leur intimité. On refuse de payer pour des infrastructures qui nous coûteront peut-être sûrement trop cher. À chacun de défendre sa position et de convaincre ses adversaires politiques, avant de passer au vote. On apprend que chaque pays a une idée, un mode de vie différent, et qu'il faut absolument faire des compromis pour avoir le plus de voix possible. Ça aide à avoir l'Europe parce qu'au début, on parle de l'Europe mais on ne sait pas comment ça marche, comment ça fonctionne et on ne sait pas trop de quoi ça parle. Une expérience qui suscite des questions qu'ils vont pouvoir poser à une vraie eurodéputée française. Quel parcours il faut faire pour être député ? Pour ma part, j'ai fait des études en droit à Aix-en-Provence. Un exercice auquel les élus se prêtent volontiers. On peut parler d'Europe de manière très vivante. Et les choses, quand vous les avez jamais vues, elles vous paraissent toujours plus compliquées. Que ce soit l'Europe ou que ce soit autre chose. Là, vous êtes venu ici, vous avez une idée des bâtiments, vous avez entendu les gens parler des langues. Ça permet de démystifier un peu. Chaque année, 300 000 personnes visitent ainsi le Parlement, une volonté des institutions pour tenter de se rapprocher des citoyens. Comme d'ailleurs dans la plupart des parlements, tu as des gens qui sont à l'extrême droite, des gens qui sont à droite, des gens qui sont au centre. Voilà, Valérie, on a vu le Parlement européen. Est-ce qu'il est possible de visiter les autres institutions et si oui, lesquelles? Alors autant c'est très bien fait au Parlement, c'est ludique, vous l'avez vu, c'est pédagogique, c'est vers 7 jours sur 7, on peut y aller seul, en famille ou en groupe. C'est beaucoup moins vrai pour les 2 autres institutions. Le Conseil européen, qui est juste là où se réunissent notamment les chefs d'État, c'est pas ludique, c'est
pas pédagogique, c'est uniquement pour les groupes, il faut réserver longtemps à l'avance, pas mieux pour la Commission européenne, l'exécutif. Et c'est peut-être dommage parce que c'est souvent elle, la Commission européenne, qui est montrée du doigt pour manque de transparence, manque de légitimité. Les commissaires ne sont pas élus et il faudrait peut-être que ça passe par là pour rapprocher ces institutions des citoyens. Bon, très bien. On fera des visites guidées, des voyages à Bruxelles, touristico. Mais venez. Ben oui, voilà. J'organiserai tout ça pour vous. Bonne journée. Merci. Avant le mercredi des dessins, c'est le mardi des dessins aujourd'hui ? Voilà, le feuilleton politique ce matin se satisfait de quelques illustrations pour être parfaitement résumé. Ainsi, à la une de l'opinion, le dessinateur CAC croque un Alain Juppé rétif à l'idée de plonger dans le marigot de la campagne. Il prend la température d'une eau où tournent quelques requins et où flotte une chaussure qui n'augure rien de bon. Cette campagne a déjà fait tant de victimes. Donc, Juppé n'ira pas. Et la suite de l'histoire nous est servie à la une du Parisien où s'affiche le visage souriant de François Fillon. Objectivement, je ne sais pas de quand date cette photo, mais ça doit faire des semaines qu'on n'avait pas vu l'ombre de l'ébauche de l'esquisse d'un simili-sourire sur ce visage. Il les a eus, titre le journal. On parle là de ses petits camarades, pas encore des quelques 20 millions d'électeurs qu'il faut convaincre pour conquérir le pouvoir. Mais oui, il les a eus, les plans B, les plans C, les plans J, les plans pourris et les plans sur la comète. Il les a eus pour s'imposer en plan A, plan dont Alexis Brézé écrit ce matin dans le Figaro qu'à côté d'un certain nombre d'inconvénients, il présente le mérite d'exister. Voilà, le mérite d'exister. On a connu adoubement plus festif, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué ces temps-ci pour le Figaro. D'ailleurs, vous noterez que pour illustrer le retour au calme à droite entre les sarkozystes, les fillonistes et les juppéistes, on a ressorti une photo d'archives. Pour le coup, celle-là, j'en suis sûr, c'en est une. Elle a l'air même un peu jaunie. Alors, en marge de cette actualité bouillante, eh bien, le coup éditorial du jour est incontestablement l'œuvre de Libération qui nous propose le Libé des réfugiés. Autrement dit, la France vue par ceux qui, habituellement, n'ont pas la parole. Ils s'appellent Ali, Omar, Sedika, Lamia ou Carlos. Ils sont afghans, iraniens, soudanais, libyens, syriens, russes ou colombiens. Tous sont diplômés, peut-être trop, se demande Libération, qui est conscient qu'ils ne sont peut-être pas représentatifs de tous les migrants qui piétinent sur le palier de l'Europe. N'empêche, leur regard est différent. Et objectivement, à nous qui nous voterons volontiers dans le franco-français, eh bien, il fait beaucoup de bien. Alors, ils ont traité l'actu, et comme le font tous les quotidiens, et hier, l'actu, eh bien, c'était Fillon. Alors, c'est bien parce que l'actu est française, mais son traitement est un peu plus épicé. C'est-à-dire que sur Fillon, par exemple, le journaliste iranien conclut par un proverbe persan. La nuit est longue et le chevalier est encore réveillé. Alors ça oblige à puiser en soi pour interpréter. Chez nous, on dirait peut-être il n'est pas sorti de l'auberge, mais il tient le coup. Alors encore une fois, très politique, ce journal. Reportage au QG de Benoît Hamon, reportage au QG d'Emmanuel Macron. Libé souligne que toutes les portes se sont ouvertes, sauf celle de Jean-Luc Mélenchon. Et quand je dis toutes les portes, eh bien, j'y inclus celle de l'Élysée, puisque le numéro se conclut par un portrait de qui ? De François Hollande. Alors titre, le résident de la République, à la plume une Syrienne et 2 Iraniens. Ils racontent leur arrivée au palais. C'est comme dans un dessin animé. La faute à ce gendarme qui nous ouvre la porte du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. La faute à son képi, son uniforme, ses grosses lunettes ou à la forme de son visage. En tout cas, il nous a immédiatement remémoré les dessins animés français que l'on pouvait regarder quand on était enfant en Syrie et en Iran, écrivent les journalistes. Alors à propos de François Hollande, ils disent que quand il dit qu'il ne se sent pas seul, on entend tout le contraire, et c'est à cause du timbre de sa voix, de la position de ses épaules, du regard qui tombe. Son corps semble nous dire l'inverse de ces mots. Je suis seul, mais je ne peux pas vous le dire, car je suis toujours président de la République. Ma conclusion, c'est que les réfugiés, il ne faut pas la leur faire. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super. Ah oui, mais une vitre qui réfléchit, figurez-vous. C'est un nouveau vitrage dont il est question. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la vitre en question ? Alors, c'est une société française, on en avait déjà parlé, parce qu'ils sont capables de faire des filtres transparents qui vont se poser, par exemple, sur une glace de smartphone, ou bien sur un hublot d'avion, ou bien sur un panneau d'affichage,
ou bien encore maintenant sur effectivement nos vitres de nos bureaux et qui va être capable de capter le soleil, son énergie. Pour votre smartphone, eh bien, la batterie sera presque rechargeable et rechargée en permanence. Le hublot d'avion, vous allez pouvoir brancher votre smartphone, par exemple pour avoir la musique ou votre tablette directement et l'énergie sera fournie par le hublot de l'avion. Donc là, l'idée, c'est que dans votre bureau, par exemple, cette vitre vous permette de s'occulter par elle-même avec l'énergie qu'elle va produire, par exemple. Ou bien d'alimenter une petite alarme, si c'est l'alarme de votre maison, elle sera alimentée par le vitrage, notamment. Et puis surtout, elle va pouvoir, parce qu'elle va être intelligente, lorsqu'il y aura du soleil, s'occulter d'elle-même et elle va vous faire gagner jusqu'à 30% d'économie sur votre climatisation, par exemple. Parce que justement, elle va s'opacifier au bon moment lorsque le soleil tapera le plus fort dans la journée. Ça va coûter une fortune, votre vitre. Alors non, ça ne coûte pas forcément une fortune, mais parce que l'intérêt, justement, c'est de faire des économies, par ailleurs. C'est ça, quand on fait de l'énergie positive, monsieur l'énergie. C'est que, justement, l'intérêt, c'est qu'on va dépenser de l'argent à gauche, mais on va en gagner. Il n'a rien compris, le vieux. Mais bien sûr, mais il n'est pas très positif. Il a de l'énergie, mais pas très positif. Regardez comment ça fonctionne. Chez Sun Partner, nous avons la capacité de faire plusieurs types de produits, soit des verres photovoltaïques très transparents, soit des verres photovoltaïques semi-transparents, et là on peut faire soit des bandes, soit des micro-trous, soit des mosaïques. Et puis on peut également réaliser des verres photovoltaïques colorés ou esthétiques, c'est-à-dire qu'un architecte veut mettre un paysage ou une texture particulière sur un bâtiment, eh bien c'est possible. On utilise des technologies photovoltaïques dont l'objectif est de convertir l'énergie lumineuse en électricité. Donc les panneaux solaires qui permettent de transformer la lumière en électricité, nous les achetons et notre entreprise ensuite les transforme en microstructures qui sont tellement fines que votre œil voit à travers. De ce fait, on a une vitre qui est photovoltaïque et transparente. Lorsqu'il y a du soleil, eh bien on allume la climatisation. Même l'hiver, dans des bâtiments avec les équipements informatiques qui produisent de la chaleur, eh bien, on a besoin de climatisation. La vitre opacifiante autonome et connectée permet de bloquer les rayons du soleil et ainsi de réduire jusqu'à 30% la consommation liée à la climatisation. Pour la fenêtre opacifiante, le concept, c'est d'apporter une solution qui, lorsqu'il y a du soleil, s'opacifie. Au même titre que vous allumez ou vous éteignez votre écran de télévision, eh bien là, vous allez pouvoir rendre opaque ou transparente la vitre. La problématique des fenêtres opacifiantes, c'est qu'elles ont besoin d'être connectées au réseau électrique. Et donc, ce que Sun Partner a développé, c'est une fenêtre opacifiante autonome et en plus connectée. Alors, ces fenêtres opacifiantes deviennent autonomes grâce à des panneaux solaires invisibles ou transparents que nous avons développés et qui sont intégrés, soit combinés à la vitre opacifiante, soit à côté de la vitre opacifiante pour lui apporter suffisamment d'énergie. Cette énergie est stockée dans un boîtier électronique qui contient à la fois une batterie et des capteurs. La fenêtre devient un élément que l'on peut piloter à distance, soit de son fauteuil avec un téléphone mobile, soit d'un système de gestion globale du bâtiment ou de l'immeuble. Le prix d'achat entre une fenêtre opacifiante autonome et connectée et une fenêtre avec des stores et un brise-soleil est le même. La différence va être dans le coût de maintenance, où là, on est bien moins cher, de l'ordre de 20% sur une vitre opacifiante autonome et connectée. On peut retrouver nos solutions dans n'importe quelle région du monde, il faut simplement que le panneau soit bien exposé à la lumière. Bien, ça, il n'y a plus qu'à exporter maintenant. Oui, on va déjà à le faire chez nous. C'est déjà pas simple. D'abord, il faut partir sur des constructions qui sont en train de se faire là. Donc, c'est pas simple. À imposer cette énergie positive n'est pas toujours très simple, écoutez, même chez nous. Là, c'est assez convaincant, me semble-t-il. Oui. Ça sert Merci à ça. beaucoup, Yann, tout à l'heure. D'abord, les 4 vérités. Et Caroline Roux reçoit son invité, Brice Teinturier, qui est le patron de l'Institut de sondage Ipsos. Oui, et dans une campagne illisible, improbable, il s'est penché sur une catégorie de Français que vous ne connaissez peut-être pas. Il les appelle les PRAF pour plus rien à faire, plus rien à foutre, ceux qui n'attendent plus grand-chose de cette campagne et de la politique en général.
Bonjour Brice Ceinturier. Bonjour. Alors vous êtes un observateur avisé de la vie politique depuis 25 ans. On a tous le sentiment collectivement de vivre une campagne absolument imprévisible, un peu folle, improbable, inquiétante parfois. Est-ce que c'est un moment qui crée du rejet de la politique ? Je crois qu'il y a un double moment, un double mouvement. Il y a à la fois une fascination et il y a de tels rebondissements qu'on peut s'intéresser à cette campagne. Mais en même temps, il y a aussi de la répulsion, il y a aussi de la distance, il y a aussi une position de spectateur qui ne veut pas trop s'approcher de cela parce que la scène, à bien des égards, peut aussi conduire à des mouvements de retrait, à des mouvements de désengagement. Et c'est la coexistence des deux qui fait qu'on sera réengagé ou pas dans cette campagne électorale. Mais vous arrivez encore à la lire ? J'essaye. Ce que je trouve fascinant, c'est de voir à quel point il y a un cocktail de toutes les passions françaises, de toutes les ambiguïtés aussi françaises, de toutes les difficultés des responsables politiques à fabriquer quelque chose de clair et de lisible. Il y a également les médias qui jouent un rôle important comme dans toute campagne. Et c'est un vrai cocktail à certains égards inquiétant, à d'autres égards qui peut entraîner malgré tout le pays vers les solutions qu'il attend. Alors vous écrivez « Plus rien à faire, plus rien à foutre ». La vraie crise de la démocratie, c'est publié chez Robert Laffont. Il faut que vous nous parliez de ceux que vous appelez les PRAF, les PRAFistes. Est-ce que ce sont ceux qu'on a appelés pendant des années les abstentionnistes, la France des oubliés ? Ce sont les mêmes ? En partie, mais pas uniquement. Moi, j'ai cherché à m'intéresser à de nombreux Français, quel que soit l'indicateur utilisé, je retombe à peu près sur 30%, qui ne sont pas des frontistes, qui ne sont pas forcément des gens en colère, qui ne sont pas non plus des gens oubliés, qui sont des gens qui progressivement étaient intéressés par la politique et s'en sont détachés. Donc ils ne font pas de bruit, mais ils se désengagent très clairement de la scène politique. Je crois que c'est un ébranlement aussi important pour la démocratie et on n'en parle jamais. On parle de la gauche, de la droite, du Front National, on parle de ceux qui protestent, qui contestent. Cela ne conteste pas, cela ne proteste pas, ils se désengagent. Alors une grande partie aujourd'hui est tentée par l'abstention. Donc ils nourrissent les flots de l'abstention. Ce que je constate d'ailleurs dans cette campagne électorale, c'est qu'on est à des niveaux potentiels d'abstention extrêmement élevés. Malheureusement, l'actualité semble appuyer ce que j'appelle le PRAF. Mais ce sont des Français qui étaient intéressés par la politique, qui suivaient la politique et qui sont en réaction sur énormément de choses. Pas seulement les politiques, également l'évolution de la société, l'effondrement de la morale. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui les retirent et ils s'en vont sur la pointe des pieds. Donc ce ne sont pas des invisibles au sens où on ne les verrait pas, mais ce sont des gens qui d'eux-mêmes partent, prennent du recul et se désengagent. Parce qu'il y a une désillusion, une forme de désillusion vis-à-vis de la politique, on va y venir. Vous dites, les deux principaux co-accoucheurs du PRAF, ce sont Nicolas Sarkozy et François Hollande. Oui, parce que les déçus de la politique, on connaissait. On a eu les déçus de 80 jusqu'à 2007-2008, les déçus de Mitterrand, les déçus de Chirac, etc. Et il s'est passé quelque chose de beaucoup plus profond dans la dernière décennie. C'est le double quinquennat de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, où à chaque fois il y a eu une alternance parfaite. La droite avait tous les pouvoirs, la gauche avait tous les pouvoirs. Et aux yeux des Français, c'est une désillusion profonde. Donc ce n'est pas que de la déception. Là, on franchit un palier supplémentaire avec l'idée que vraiment, le résultat, ça ne fonctionne pas et que vraiment les postures aussi, on n'en peut plus. Et du coup, ils prennent du champ. Il y a dans cette décennie également d'autres facteurs qui jouent, les réseaux sociaux et beaucoup d'autres éléments. Et les journalistes, et les sondeurs. Et les journalistes, et les sondeurs. Alors c'est étonnant parce que, en général, les sondeurs, ils sont assez maîtrisés. Là, vous n'épargnez pas vos camarades sondeurs qui font un usage déraisonnable des enquêtes biaisées que nous reprenons parfois sans discernement. Vous donnez un exemple qui est absolument saisissant, un chiffre qu'on a vu passer dans l'actualité, c'était donc à la veille d'un grand débat politique, une question qui était posée par un institut, Odoxa. Compte tenu de son impopularité actuelle, François Hollande devrait-il renoncer à la présidentielle afin de permettre à la gauche d'avoir le temps de trouver le meilleur candidat? Ça, c'est une question que vous ciblez dans votre livre en disant, là, on joue avec l'opinion, on malmène la vie politique française? En fait, j'ai essayé de regarder les mutations de l'information et à l'intérieur de ça, de regarder aussi les enquêtes d'opinion. Il n'y a pas d'ailleurs que cet institut, y compris Ipsos et d'autres instituts, peuvent faire des enquêtes, on va dire, qui ne sont pas très intéressantes, des sondages qu'on appelle les sondages RP. Bon, ça, c'est une chose. Après, il y a un autre élément qui est quand vous avez une question qui est totalement biaisée. Et effectivement, je pense que malheureusement,
ces questions sont minoritaires, mais qu'il faut reconnaître qu'il peut y avoir ce type de questions. Cela crée tout un système où les médias les reprennent, où on alimente le buzz, comme on dit. Et c'est fondamentalement, à mes yeux, un dévoiement de l'outil. Moi, je milite pour cet outil que je crois très précieux, qui est un outil de compréhension, et je me désole de voir ce type de pratique. Alors, vous regrettez, de la part des politiques, de refuser d'assumer un discours de vérité. Et en même temps, vous expliquez très clairement que quand ils disent la vérité, on leur tombe dessus. Par exemple, on ne peut pas tout contre le chômage, on a tout essayé contre le chômage, l'État est en faillite, etc. Et ce sont des choses, dire, il va falloir apprendre de la part des Français à accepter un discours de vérité, c'est ça? Oui, et puis il faut que les Français aussi, ou qu'une partie des Français reconnaissent leurs propres ambiguïtés, parce qu'il est assez facile d'accabler les politiques. Ils ont leur part de responsabilité, j'essaie d'identifier un certain nombre de postures qui nuisent à la politique, mais les Français sont aussi formidablement ambivalents. Ils veulent un président qui ait de la vision, mais s'il a trop de vision, ils vont dire qu'il est déconnecté et hors sol. Et puis si en revanche il est trop près de mesures concrètes, on va dire que c'est la boîte à outils. Donc il y a en permanence aussi ces contradictions, ces ambivalences de la part d'une partie des Français. Et le cocktail que cela fabrique, entre les médias, les postures politiques, la crise du résultat, les ambivalences des Français, eh bien aboutissent à une situation souvent bloquée et qui contribue également à éloigner des Français de la politique. Pour de bonnes raisons, on peut les comprendre, mais qui sont malgré tout très inquiétantes. Est-ce que c'est tout ça qui alimente le discours qui est très très en vogue en ce moment, le discours anti-système? Ça alimente en partie le discours anti-système, tout à fait. Donc si nous sommes aujourd'hui dans cette présidentielle avec potentiellement 2 candidats qualifiés qui ne sont pas directement issus du clivage gauche-droite et de contestent, c'est parce qu'on est allé au bout d'une certaine façon de faire de la politique. Et que tout le monde sent que la société est bloquée et que les Français essayent de taper, de cogner, de déverrouiller le système pour fabriquer autre chose. Ça fait longtemps qu'on le dit, Brice Teinturier, qu'on est dans un système qui ne satisfait plus pleinement les Français, qu'on constate l'augmentation des taux d'abstention aux élections. Pourquoi est-ce qu'on serait au bout de quelque chose cette fois-ci avec cette présidentielle? Qu'est-ce qui vous laisse à penser que c'est le cas? Parce qu'il y a une contestation qui maintenant s'incarne dans des candidats qui eux-mêmes contestent le mouvement. Jusqu'à maintenant, on avait des candidats qui, oui, dans un halo de contestation, étaient quand même très traditionnels. Là, on voit émerger autre chose, et ça fait effectivement plus de 25 ans que je fais ce métier, j'ai toujours entendu, c'est la présidentielle, le dernier rendez-vous, après il sera trop tard, etc. Là, je crois qu'il y a vraiment des évolutions majeures, et que soit cette présidentielle les débloque, soit on continue, et là, on continuera dans un enfermement très inquiétant. Merci beaucoup, Brice Teinturier. C'est à vous, William. Oui, merci beaucoup. À tout à l'heure. On s'intéresse aussi à l'actualité automobile dans Télématin. Et à cette heure-ci, on va vous parler avec Anne-Christine Oran de ce qui se passe tous les jours en France. Savez-vous combien il y a de voitures qui sont volées chaque jour? À votre avis? 300 par jour. L'une des solutions, et on va en parler avec vous, Anne-Christine, ça permet d'éviter cela et grâce à un boîtier. Alors, à quoi ressemble ce boîtier? On ne vous le dira pas, pour pas permettre aux voleurs de savoir comment ça se présente. Il est caché quelque part dans la voiture. Juste un mot pour expliquer que les méthodes des espace. Et après, la voiture. Si elle n'est pas équipée de ces boîtiers, il la vole, il la met sur un parking. Il se met sur le banc à côté, puis il attend. Il attend. Et puis s'il voit la police arriver, il dit bon, bah celle-là, c'est pas bon. Il attend 2-3 heures parce que c'est le temps. Quelquefois, ils les mettent plusieurs jours à sécher. Comme ça, ils sont sûrs et certains parce que ils se disent peut-être qu'ils n'ont pas réagi très vite. Peut-être que donc si on voit un type sur un banc pendant 3 jours, on se dit ce gars-là, il attend une voiture qui sèche. Pas forcément. Il peut aussi prendre l'air et il ne faut pas non plus imaginer que tous les gens assis sur un banc sont en train d'attendre de voir si la voiture à côté va être volée. Donc nous avons rencontré le leader français des solutions d'après-vol, puisque c'est le terme. Les techniques de vol ont évolué, les destinations des vols ont évolué. On cible assez bien les véhicules qui sont volés pour être revendus en tant que tels et les véhicules qui sont volés pour constituer ou alimenter les réseaux de distribution de pièces détachées. Ce n'est pas les mêmes véhicules, ce n'est pas la même catégorie, mais les deux existent et on voit bien que la conjoncture a favorisé le développement des vols. Sur le premium, les techniques ont véritablement évolué parce que plus l'électronique se développe dans les véhicules, plus l'accès aux véhicules est rendu facile. On a aujourd'hui des voleurs qui ont les boîtiers qui permettent de démarrer des véhicules et de bypasser l'électronique de protection du véhicule. La méthode elle-même a aussi évolué.
Les véhicules qui sont volés sont gelés, c'est-à-dire qu'ils sont volés et puis ils sont mis quelque part sur une aire de stationnement, une place de parking, et ils vont rester là quelques jours en attendant de voir s'il y a une alarme qui sonne, est-ce que la police intervient. Au bout de 2-3 jours, s'il ne s'est rien passé, a priori, les voleurs se disent qu'il ne doit rien se passer, et là, ils vont récupérer le véhicule, et après ça, ils rentrent dans la filière. Les systèmes que nous mettons à disposition de nos clients sont les systèmes dits passe-muraille, radiofréquence, couplés à un GPS, c'est-à-dire que l'engin ou le véhicule soit dans un container sur le port d'Amsterdam en destination de on ne sait où, qui soit garé au 6e sous-sol d'un parking, ou quelle que soit la configuration et l'environnement, où que soit le véhicule, on sait l'identifier et on sait aller le chercher. Selon que vous êtes un particulier ou selon que vous êtes une entreprise, les solutions vont être différentes. Mais s'agissant d'un particulier, vous avez sur votre smartphone une petite appli qui va vous permettre de savoir où est votre véhicule. Évidemment, si la voiture est volée, les forces de l'ordre pourront la récupérer en suivant le signal. Mais si la fourrière m'embarque mon véhicule, immédiatement, je vais recevoir une alerte et je vais savoir que mon véhicule bouge sans moi. Pour une entreprise, ça va fonctionner avec une plateforme un peu plus sophistiquée que l'application. Votre voiture a disparu, vous allez faire une déclaration de vol auprès du commissariat de police qui va vous donner un reçu que vous allez nous envoyer. Puisque vous avez un abonnement chez nous, vous avez une petite carte avec le numéro d'un centre d'appel. Vous allez appeler le centre d'appel, vous allez donner vos références et à partir du moment où votre déclaration de vol est enregistrée chez nous, nous allons activer la balise et on va sur l'écran immédiatement identifier votre véhicule. Et à partir du moment où on l'a géolocalisé, nous allons communiquer l'information auprès des forces de l'ordre. Si votre véhicule est en mouvement au moment où on l'identifie, un de nos techniciens interviendra sur le terrain pour suivre le véhicule en attendant que les forces de l'ordre interviennent et récupèrent le véhicule. Le boîtier ressemble à une pièce mécanique de moteur et c'est fait pour. Il est totalement neutre, il n'y a aucune signalétique particulière dessus. Le but du jeu, c'est justement qu'il se fonde dans le décor et que personne ne puisse le repérer. Le taux de récupération est à peu près 90% dans la journée. Alors, ce qu'il nous faut maintenant, c'est de savoir combien ça coûte tout ça. À la fois le boîtier, l'abonnement et par mois. Alors, le boîtier, la pose, parce qu'évidemment, il faut un spécialiste pour le poser, et un abonnement pendant 4 ans. 4 ans 4 ans. C'est pas moins de 4 ans. Si, on peut prendre moins, mais je vous donne un tarif à peu près pour 4 ans, c'est environ 15 € par mois. Bon, l'avantage, le boîtier, on peut le faire enlever si on change de voiture, et puis l'abonnement, vous continuez l'abonnement sur un autre véhicule. Et les assurances, elles se sont mêlées de ça ou Alors, pas? les assurances se sont d'autant plus mêlées de ça que certaines assurances vous l'imposent d'équiper votre voiture d'un boîtier. Ah bah oui, si vous avez une voiture qui fait partie et à des condition top que ce soit 10... elle qui le vend, peut-être. Comment? C'est elle qui le vend, l'assurance, non? Qui vend le boîtier? Oui, non. Pas du tout. Bon. Non, c'est Elle juste vous que ça l'impose permet. parce que c'est elle Non, qui le- elle vous l'impose parce que si vous voulez, comme il y a un taux de récupération important, elle se dit Ouais, au moins, c'est ça ça me en coûtera moins moins que je cher. paierai. Ah, oui, Exactement. oui, oui. Bon, merci pour toutes ces infos, Anne-Christine. Avec Laura du Web, on va s'intéresser justement à ces créateurs. Alors, ils rêvent de la France, comme cette voilà, dame. exactement. À l'inverse, il y a beaucoup de créateurs étrangers qui rêvent de la France. Et comment se faire connaître en France? Comment ouvrir une boutique en France? Eh bien, on passe d'abord par Internet et on ouvre une boutique en ligne et on peut évidemment desservir le marché français. C'est le cas de Lisette qui a créé une marque en Malaisie qui s'appelle Nala. Et il y a un vrai retour à l'artisanat et aux matières nobles. Et elle a décidé de ne reprendre que des tissus existants, des vieux tissus malais. Et il n'y a rien de créé avec l'ordinateur. Tous ces tissus existent. Elle les a réhabilités. Elle a fait des vêtements, des sacs, des coussins. On peut même personnaliser son sac. Et comme ça a marché et que nous, Françaises, on a adhéré à ce qu'elle faisait, eh bien, elle a ouvert, ce que disait d'ailleurs Isabelle, une boutique éphémère pour pouvoir arriver en dur chez nous, comme quoi le web permet aussi de créer de vraies boutiques où on peut toucher les matières. Merci beaucoup. Alors, un peu d'hier soir avant de répondre aux questions. Oui, parce que ça vient de la Révolution, comme beaucoup de choses en France. Avant la Révolution, on n'y comprend rien. Il y a tout un fatras de provinces. Certaines sont de droit écrit, d'autres droit oral. Elles n'ont pas les mêmes pouvoirs, pas les mêmes tailles. C'est n'importe quoi, il faut bien le dire. Et donc la Révolution... C'est pour ça qu'on a fait la Révolution, Parfaitement, monsieur. cher monsieur. Et on a mis tout ça au carré. Regardez, en mars 1790 sont créés les départements. C'est beaucoup plus simple. Tous la même taille, tous la même organisation. Une assemblée, un président de département, un chef-lieu qui sera nommé préfecture un peu après par Napoléon. Vous remarquez que ça n'a pas tellement bougé depuis, sauf la Seine-et-Oise autour de Paris a été redécoupée depuis. La Meurthe et la Moselle aussi, parce qu'il y a eu les annexions, donc ça a un petit peu changé là-bas. Il y a des changements de nom. Mais c'était pas mal quand c'était comme ça. On voit bien que c'est à peu près égal. Et oui, c'est juste, par exemple,
exemple, changement de nom, vous voyez, la Loire inférieure devenue Loire Atlantique parce que c'est pas chic, Ouais. inférieure. Pareil, les Basses Alpes sont devenues les Alpes de Haute-Provence parce que basse, ça fait pas chic. Bon, il n'y avait pas les Savoies ni Nice à l'époque de la Révolution parce qu'on les a pris sur l'Italie un peu plus tard. Mais bon, grosso modo, ça n'a pas tellement changé depuis. Ça date de quand, celui-là? 1790, donc vraiment la Révolution. Alors, on a failli avoir ça, regardez. Au départ, ils se sont dit, on va faire des carrés, ça sera encore plus simple. Ah, c'est marrant, ça aussi. Oui, donc finalement, non. Ils se sont dit, quand même, on va respecter un petit peu les rivières et les montagnes. Mais au départ, on a failli avoir des carrés. Pour ce qui est de la taille, l'idée, c'était qu'avec un cheval à l'époque, on puisse aller à la préfecture et revenir dans la journée. C'est pour ça qu'il y a cette taille-là. Donc on n'a pas eu des carrés, mais c'est quand même à peu près la même taille. Donc ça, c'est pour les départements. Mais au fil du temps, les transports, justement, deviennent plus rapides. Et on se dit, les départements, c'est peut-être un petit peu petit, cette histoire. Donc le général de Gaulle se dit, je vais créer quelque chose de plus grand. Vous voyez, ça sera la région. Donc il fait un référendum en 69, mais c'est un échec parce que de Gaulle, il est à la fin de son époque, donc il rate le référendum, les gens veulent le mettre dehors, d'ailleurs il démissionne, mais du coup, il n'y a pas cette réforme des régions en 69. Or, en 82, la gauche se dit, on va reprendre cette réforme gaullienne que voici, et on va la faire, nous on va la faire passer. On est en 82, c'est ce qu'on appelle la décentralisation, avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était aussi maire de Marseille, qui s'appelait Gaston Defferre, le voici. Et Gaston Defferre dit qu'il va non seulement garder les départements, mais créer les régions gaulliennes et leur donner des pouvoirs. Il va y avoir effectivement pas mal de pouvoirs pour le conseil général, c'est-à-dire celui du département, ou le conseil régional. Ils auront des pouvoirs parce qu'avant, c'est le préfet qui faisait un peu tout, franchement, dans les départements. Donc, début de la décentralisation avec Gaston Defferre sous la gauche en 82. Depuis 82, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, malgré la dernière réforme des régions là, sous ce quinquennat-ci. La région s'occupe de tout ce qui est économie, le développement économique, la formation professionnelle, les aides aux entreprises, les chemins de fer dans la région. Si vous prenez un TER, c'est souvent la région qui paye, c'est pas la SNCF. Et puis regardez dans des régions désormais plus larges, ça vous les connaissez, c'est les nouvelles régions avec les nouveaux noms qui sont entre parenthèses. Le dernier qui a un nouveau nom, c'est en plein sud, c'est l'Occitanie. Alors le grand truc, plus gros là, non, je vous disais, sinon ça rentre pas. Non, je dis ça parce que c'est en ce moment ce que pensent les gens qui regardent Si l'écran. je fais plus gros, la France déborde. Alors, et de leur côté, les départements s'occupent pas de l'économie comme la région, s'occupent de la solidarité, les départements. Donc, c'est le département qui vous paye le RSA, par exemple, les aides aux handicapés, c'est ce qui occupe l'essentiel de leur budget, la solidarité. Et puis, ils s'occupent aussi, les départements, de, par exemple, les collèges, les bâtiments des collèges, de la même manière que la région fait les bâtiments des lycées, par exemple. Et puis, tout ce qui est à l'échelon communal, encore en dessous, ça va être plutôt dans la région, dans la commune, pardon, ça va être la gestion des ordures ou des eaux usées, par exemple. Et donc, demain, il y aura réception des candidats par les gens des départements qui vont leur demander ce qu'ils veulent faire parce que... Et comment ça va se passer, ça? Et c'est les uns derrière les autres? Oui, ou alors c'est ça, ils sont tous alignés et répondent Non, tous? ils essaient de ne pas se croiser en général, ils s'aiment pas beaucoup. Et la question, c'est est-ce que le département va survivre? Est-ce qu'on ne va pas fondre le département dans la région? Ça a failli se faire lors de la dernière réforme. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que les gens des départements disent non. Est-ce que ça se fera un jour? C'est qui les gens des départements Quand je dis les gens des départements, je veux dire les présidents des départements, les élus des départements. Les politiques, quoi. Et parfois les habitants des départements qui disent non, moi je suis bien dans ma Meurthe-et-Moselle ou dans mon Pas-de-Calais. Ça me suffit, j'ai pas besoin de la région. Je région. veux pas que ce soit fondu dans un truc trop grand. Il y a en tout cas des gens qui veulent garder les départements. Mais on vous en reparlera demain quand ils seront reçus là-bas, les candidats. Merci beaucoup. Je n'avais pas pensé à ça. Comment illustrer Léon Morin prêtre avec la chanson de Mike Brandt, c'est ma prière. C'est une idée originale, je vous remercie beaucoup. Charlotte Bouteloup a vu le film de Nicolas Boucriel, dont on va vous parler dans un instant, je parle du metteur en scène. Ça s'appelle La Confession, tout simplement. C'est Léon Morin prêtre, tiré du livre fameux de Béatrice Beck. On avait fait un très joli film. De Jean-Pierre Melville en 1961. C'est pas facile de refaire sur un chef-d'œuvre comme ça. Non, exactement, c'est pas facile, mais comme le dit Nicolas Boukrieff, ce n'est pas un remake du film, il n'a d'ailleurs pas acheté les droits du film, c'est une nouvelle adaptation très libre, il y a quelques libertés, du roman, prix Goncourt en 52. Nicolas Boukrieff, que vous voyez ici à l'écran, il avait réalisé l'excellent Le Convoyeur il y a 10 ans avec Jean Dujardin et Albert Dupontel. Et l'année dernière, on avait parlé de lui ici à Télématin et aussi ailleurs, parce qu'il avait réalisé Made in France, un film qui racontait comment un jeune journaliste s'infiltrait dans une cellule djihadiste dans la banlieue parisienne, et c'était assez remarquable. Il fait du cinéma un peu très punch, différent et très punch, exactement. Là, cette fois-ci, donc un film en costume, un film d'époque. Nous sommes en France, sous l'occupation allemande, dans un petit village de province. Et l'arrivée d'un nouveau prêtre, joué par Romain Duris, va susciter l'intérêt de toutes les femmes, de toutes les paroissiennes, en particulier
L'une d'elles, une jeune communiste athée, qui, par défiance et curiosité, va entretenir des échanges avec ce prêtre. Ils vont parler de la foi et de la vie en général. Et très vite, elle va tomber sous le charme du jeune prêtre. Mais c'est pas l'objet de sa démarche du prêtre, il faut le rappeler. Léon Morin, il n'était pas là pour draguer. C'est un homme qui est séduisant, mais intellectuellement. Habité par sa foi et qui faisait des sermons tout à fait remarquables. C'est pour ça qu'il faisait cet effet-là aux femmes. Et puis, il était beau garçon, ce qui ne gâchait rien. Je ne vous trahirai pas la fin, puisque vous la connaissez. Il y a eu le film, il y a eu le bouquin. Ça se termine pas comme dans un film américain où le prêtre va succomber au charme de la... Non, c'est vraiment... En cela, c'est assez étonnant parce qu'en fait, on a tous les ingrédients pour avoir un vrai beau mélodrame. Les deux que tout oppose. L'un est croyant, l'autre est athée. Et puis, ce contexte historique. On est dans les 6 derniers mois de la guerre. Il y a cette Marine Vatch. Marine Vatch, c'est la jeune fille qui joue Marnie, donc. Elle est... On l'a découverte, souvenez-vous, dans le Jeune et Jolie de François Ozon. Elle jouait une prostituée. Ouais. C'est vrai qu'elle a un physique tout à fait gracieux. Ah oui. Elle est superbe. Elle sert très bien le rôle. Et Romain Duris, qui n'est jamais dans un film complètement par hasard, parce qu'il a beaucoup de talent. Un jeu tout en retenue, qui va nous parler. Il a fait une petite retraite. Comment il a abordé son rôle. Bonjour Romain. Bonjour. Le cinéma de Nicolas Boukrieff, qu'est-ce que ça vous évoquait avant ce film? Ça m'évoque un peu un truc comme ça. Un peu coup de poing. Ouais, coup de poing, parfois assez noir, pas toujours, revendicateur souvent, provocateur parfois aussi, mais un peu agressif, un peu sur les failles, quoi. Alors, il y a un nouveau prêtre en ville? Il paraît qu'il est formidable. Il est comment? Il est jeune. Moi, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée. Parce que vous manquez d'âme qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. C'est bon, on parle pour toi. Quelle image vous aviez de l'Église, des hommes d'Église? J'avais une image un peu solennelle de la chose, quoi, trop solennelle. Quand on n'a pas l'habitude, on se le prend comme ça et on se dit, oh là là, mais allez-y, changez tout, quoi. Arrêtez l'orgue, arrêtez les costumes, mettez-nous un peu de vivant et de moderne. C'est un peu comme la cérémonie des Césars. On a envie que ça soit que ça puisse être plus facilement recevable pour nous qui sommes en 2017. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète. Qu'est-ce que ça peut vous faire au fond qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas? Comment qu'est-ce que ça peut me faire? Mais ça change tout. Vous avez tout compris. On dira que c'est le diable qui vous a fait un croche-patte. Comment est-ce que vous expliquez l'effet qu'il produit à toutes ces paroissiennes? Il les électrise quand même, il y a quelque chose. Je crois dans le livre, c'est vraiment ce qu'elle décrit, c'est que le personnage est hors du commun. Enfin, c'est un prêtre qui d'un coup a un aura Il fascine. Il est fascinant, voilà. Exactement. Il va falloir qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je m'en joue d'avance. Et qui vous dit que c'est pas réciproque? Comment est-ce qu'on se prépare pour se mettre dans la peau d'un prêtre des années 40? Moi, j'oublie un peu le côté années 40. J'avais pas envie de faire quelque chose de trop figé, trop pensé. Il fallait plutôt ramener justement de la modernité, de l'actualité. Et par contre, le côté curé, oui, là, il y a du travail. Il y a un peu de taf, là. J'ai fait une retraite chez des moines. Alors, racontez-nous ça. Vous êtes parti combien de temps? Je suis parti une dizaine de jours. Ce qui m'a frappé, c'est ce qui se passe en soi. Donc, quand on s'évade un peu, quand on se renferme dans une espèce de solitude, là, qui est guidée par une espèce de spiritualité que j'avais envie de déclencher en moi. Donc, c'est de toute façon enrichissant, intéressant. Vous avez déjà tourné avec Jean-Paul Belmondo. Là, vous prenez le rôle, même si ce n'est pas un remake. Jean-Paul Belmondo jouait Léon Morin. Est-ce que vous avez eu envie de voir le film et vous l'aviez vu? Enfin, évidemment que j'avais envie. Mais je me suis forcé à pas le voir, en fait, parce que je préférais me servir de la modernité d'aujourd'hui, 2017, la ramener aux années 40, et pas avoir entre les deux un film de Melville, que j'allais en plus aimer, je pense, et qui allait peut-être me dévier de ce rapprochement que je voulais avoir. Et depuis? Je l'ai toujours pas vu, mais je le verrai peut-être quand le film sera sorti, voilà. Merci beaucoup, Romain. Merci. Il n'a pas vu le film de Melville. Oui, bien sûr. Il le verra quand il sortira, dit-il. Oui, il a déjà joué avec Belmondo, il y a quelques années de ça. C'est un film dans le désert, vous vous souvenez pas? Très élégant, et je dois dire assez chic. Merci Thomas, qui sort ce mercredi, c'est-à-dire demain. Dans un film de Cédric Lapiche. Bon, allez, on commence par qui? Eh bien, on va commencer par le prix Presse Club de l'humour politique. La deuxième sélection est arrivée. 6 citations
ont été sélectionnées. Alors, il y a celle de Richard Ferrand, qui est secrétaire général du mouvement En Marche. Fillon et Le Pen pourront bientôt faire du covoiturage pour aller voir le juge d'instruction. Pas mal. Autre citation, Nicolas Hulot. « J'ai refusé d'être candidat car j'avais peur d'être au second tour. » Ah, c'est bon. Ensuite, Jean-Christophe Lagarde, le patron des centristes. La moitié de nos électeurs sont passés chez Macron. Je crois que l'autre est déjà en marche. Ah oui, c'est bien. Ouais. Valérie Pécresse. Non, Jean-Luc Mélenchon d'abord. Oui, Mélenchon. Oui. Bon, alors Jean-Luc Mélenchon. Si je suis élu, le siècle va commencer en 2017. Il y a déjà un siècle qui avait commencé en 1917. Hein. Oui, oui. C'est mal terminé. C'est mais la bon. révolution russe. Valérie Pécresse, Alors, donc, allons-y. elle s'adresse à François Fillon. Hein. Non, François, tu n'es pas seul, nous t'aimons et te protégerons. Oui. Ça, c'était C'était quand? le 29 janvier dernier. Et alors, la plus belle, c'est ce qu'on appelle la Hollanderie. C'est-à-dire qu'ils ont une collection de Hollanderie au Presse Club et ils notent toutes les petites phrases de François Hollande. Et ça, c'est pour archives. Alors, Alors, c'est ça, c'est le Elle c'est pas le reçoit- César d'honneur, mais c'est le prix d'honneur. Elle ne voilà, reçoit c'est en pas de prix concours. particulier. D'accord. Et celle qui a été retenue, c'est la suivante. Heureusement que le Canard enchaîné est un hebdomadaire et pas un quotidien, sinon, imaginez où on en serait avec Fillon. Bon. Voilà, Alors, qui a donc, gagné alors? Alors non, il y aura une troisième sélection d'ici le mois de juin. Et en septembre, il y aura la sélection des sélections et sera décerné le prix de l'humour politique 2017. Celui l'an dernier avait été attribué à Bruno Le Maire, qui avait expliqué en gros qu'il était trop intelligent pour pouvoir être élu. Non, son intelligence était un obstacle. Voilà. Ah oui, c'est bien. Alors, à chaque fois, au fur et à mesure des votes, on élimine... Mais oui, on élimine, on garde les meilleurs, on garde le nectar du nectar. Alors, le coup éditorial du jour, maintenant, c'est dans Libération. Ça s'intitule « Le Libé des réfugiés », autrement dit, la France vue par ceux qui, habituellement, n'ont pas la parole. Alors, ils sont afghans, iraniens, soudanais, libyens, syriens, russes ou colombiens. Ils s'appellent Ali Omar, Lamia, Carlos ou encore Sedika. Et Sedika, justement, c'est une cinéaste afghane. Elle dit « Je viens d'un pays où être une femme est un crime. Je viens d'un pays où avoir des activités culturelles et artistiques est un péché pour une femme ». Et cette Sedika signe un papier intéressant sur la conversion des talibans au culte de l'image. C'est-à-dire que les apôtres de la loi islamique, n'étant pas un paradoxe près, quand ils sont arrivés au pouvoir en Afghanistan en 1996, ils y sont restés jusqu'en 2001, quand il y a eu l'attaque du World Trade Center, eh bien, ils ont tout de suite fait fermer tous les cinémas parce que les talibans considéraient que la capture d'images d'êtres vivants était une reproduction de la création divine, qui est en gros le top du top de la mécréance. Mais en même temps, les talibans ont compris que l'image avait un pouvoir particulier et ils ont tourné leurs propres images. Mais alors, c'était des images d'exécution, des images pour asseoir, en fait, leur terreur. Donc, ils tenaient un discours et ils faisaient évidemment autre chose. Mais on n'est pas à ça près avec eux. Tout ce qui signe les papiers, ce sont des journalistes? Pas forcément. Ce ne sont pas toujours des journalistes qui signent les papiers. Il y a des journalistes réfugiés, mais il y a aussi des consultants, des cinéastes. Ce sont souvent des gens qui sont diplômés parce qu'ils maîtrisent un petit peu le français. Et puis, ils pouvaient s'exprimer en anglais. Et cette Sedika Daoulat raconte donc la réquisition dès 96 des lecteurs DVD, des paraboles, des télévisions par des talibans. Et elle explique que les gens les ont détruits volontairement. Et quand ce n'était pas le cas, ils les enfouissaient dans le sol. Et la nuit, dit-elle, à l'abri des regards, ceux qui en avaient les moyens déterraient leur télé et leur DVD. Et tandis que les rideaux étaient tirés pour ne pas que la moindre lumière puisse passer, et que d'autres montaient la garde à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient tout simplement un film. Voilà, c'est très bien raconté, c'est dans Libération ce matin, dans les pages culturelles. Merci Patrice. Une nouvelle start-up française qui va intéresser tout le monde, et en particulier Julia du Web. C'est même Laura ce matin. Bah oui, on change, on alterne. Oui, je vais vous parler d'une start-up. À mon avis, tous ceux qui sont présents à votre table, William, vont être intéressés. Qui n'a jamais eu besoin de transporter un frigo, de déménager des gros objets ou de déménager tout court? Les encombrants, ça s'appelle. Oui, les encombrants, ou vous faire livrer, par exemple, vous faire livrer en général. Les encombrants, c'est des choses dont on se débarrasse. Oui, mais on s'en débarrasse. Là, c'est déménager. Ah, c'est juste déménager. Non, là, c'est tout. C'est Ah, tout. c'est tout. Non, c'est tout. Ça va de la machine à laver au déménagement. Imaginez, vous avez envie de vous faire livrer. En général, on vous dit, il faut être chez vous entre 8h et 15h. Comme si vous n'avez que ça à faire, d'attendre autant de temps chez vous, les bras croisés. Le livreur, c'est fini. La start-up s'appelle Trusk. Et le principe, c'est le Uber de la camionnette. Donc, dès que vous avez besoin de déménager un Thomas Hervé, hop, vous allez sur l'application et dans l'heure, vous avez on vous prend Thomas Hervé avec tous ses commodes, on vous le livre où vous voulez.
Mais c'est moins cher, hein, Thomas Hervé, c'est pas... Ah, c'est gratuit. Ça C'est augmente. gratuit. Ça augmente, la Ah, cote d'accord. est... Si. Merci Non, voilà, beaucoup. c'est des Français, ils sont jeunes, talentueux. Alors là, ça va vous permettre, ils sont jeunes, talentueux et beaux, d'attendre le livre. Sinon, vous attendiez pour rien. Ça, c'est pour Charlotte. Voilà. Ah bon? Mais je ne Mais déménage vous, pas. vous réglerez vos Je problèmes à la déménage machine. pas. à Tu peux café. déménager un Thomas Hervé. Merci beaucoup. Ça nous est arrivé de critiquer l'image des femmes dans la pub, ici en Europe, en France ou même à l'étranger. Mais bonne nouvelle, ça change. La preuve avec trois spots qui nous viennent d'où? Alors, on a décidé de se consacrer uniquement aux États-Unis, puisque vous le savez, ils ont un nouveau président de la République qui Ah n'est bon pas franchement enclin à ce Bien. que les femmes aient un Comment il rôle. s'appelle Je sais pas. Mais en tout cas, bon voilà, lui, l'égalité homme-femme, non. Il signe des décrets, il y a 7 bons hommes dans le bureau ovale. Le Maison Le Blanche. Maison Blanche. Et il n'y a pas une femme. Donc pour lui, les femmes, non. Alors on va démarrer avec un truc que vous aimez bien, parce que là, si vous arrivez à trouver pour quel produit il s'agit, de quel produit il s'agit dans cette publicité, c'est que vraiment vous êtes très fort. Parce que même moi, On n'entend rien. pourtant je suis habitué, hein, c'est mon métier. Oui. Même moi, là, j'ai pas trouvé. D'accord. Ouais. On lui dit quelque chose, ils sont fous. Allez-y, devinez. Si, j'ai enlevé les mains. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. De forme très pure. Voilà, alors là, J'ai bien lu ce qui est marqué. Oui, vous avez bien lu. C'est pour une collection de robinets. Donc ça, c'est l'instrumentalisation parfaite de la femme, puisque là, vous voyez qu'elle ne sert qu'à vendre des robinets. Ah oui, mais c'est le- elle a c'est regardé, le robinet, il était tellement épuré qu'elle s'est dit, tiens, si je faisais pareil avec ma coupe de cheveux. Ah non, ça c'est votre interprétation. Donc là, bon, là, ce genre de pub, Ça, c'est une catastrophe. c'est ça. une catastrophe et c'est terminé. C'est Et comme les pubs pourquoi avec les filles qui sont en train de devant les bagnoles comme ça, quoi. Oui, exactement. C'est-à-dire que on va dire que c'est la fille prétexte, quoi. Mais vous allez voir, grâce à Melissa McCarthy, tout ça c'est terminé. Ah oui, Oh, mais alors, vous il faut allez voir. expliquer qui c'est, Alors, Melissa McCarthy. on va Ouais, expliquer. Attendez, ne bougez pas. On va expliquer qui c'est. Alors, c'est une actrice qui a joué notamment dans la série Gilmore, qui a joué dans... Bon, peu importe. C'est une actrice très connue. Et en ce moment... On va dire c'est une actrice, elle est petite, elle est très ronde. Très ronde, très drôle. boulotte. Très, très drôle. Et en ce moment, elle fait des improvisations du porte-parole de la Maison-Blanche sur Saturday Night Live, qui est une émission très, très regardée aux États-Unis. Ah. Et elle fait un carton absolu. Elle a décidé de s'intéresser à l'écologie. Mais vous allez voir, l'écologie avec Melissa, c'est un peu rock'n'roll. Hey, Melissa, the whales need your help. I love whales! Go, Melissa! Let's protect those whales! Hey, Melissa, now the trees need you. The ice caps are in trouble. Hey, Melissa, now the rhinos need saving. It's hard to be an eco-warrior, but it's easy to drive like one. Introducing the most fuel-efficient crossover. Alors ça a été un Ce qui carton est formidable. absolu. C'est pourquoi c'est un carton absolu. Mais parce que déjà, c'est très, très drôle quand même. Elle Non, n'hésite oui, pas avec oui, son c'est parce que personnage. hein, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que cette voiture.
Non. On a oublié. Elle est Ouais. tellement drôle, on voit qu'elle. Ouais. Oui, mais cela dit, ça marche aussi pour la voiture. C'est-à-dire que les gens qui ont fait sais pas, cette. Si. Les Vous gens avez qui ont. reconnu la marque Oui, crossover, mais je me suis On pas par- la la marque, on la floute chez nous, donc on La peut pas. marque, on l'a- Et puis on peut ouais. pas la dire. Mais si, moi je vous assure que le constructeur, il est tellement content qu'il Ah, il a est déjà content. écrit la suite. Avec Avec la elle même Mélissa McCarthy. Ouais, ouais. Elle va doubler son cacheton. Alors ça, c'est, à mon avis, même elle va tripler. Et on termine, vous allez voir, on non, a mais dit. on va vous dire les films où cette femme a. Mes meilleurs amis. Mes meilleurs amis. Oui, c'est ça, vraiment, exactement. chez nous, c'est comme ça qu'on l'a On découvert. termine avec un rêve, justement. Vous allez voir, c'est un rêve, parce qu'encore, malheureusement, ce n'est pas la réalité. C'est un homme qui fait le ménage. Mais attention, pas n'importe lequel. Hein. Got what you want, got what you need. Live your dream, be your fantasy. Sarah? Sarah? Clean enough? Et voilà, extraordinaire. Alors là encore, hein, si nos publicitaires français regardent, vous pouvez vous inspirer de leur créativité. C'est le truc le pire, le produit ménager, a priori, c'est mais pas c'est très drôle. simple, en plus. On montre avant, Pas compliqué après, à filmer, hein. voilà. C'est simplement Là, il y a une vraie belle idée. Il y a une Et on très- a retenu tous la marque, là, pour le coup. Là, oui. Oui. Bravo, merci beaucoup.